Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire dédié aux Serious Games. Je vais vous présenter ce webinaire. Donc, on va commencer par le déroulement du webinaire. Il va être composé de deux parties. Donc, une première partie qui va être la présentation du webinaire à proprement parler. Et ensuite, on va laisser un temps pour les questions-réponses d'environ 15 minutes. Ce qui fait que ce webinaire va durer environ une heure. Alors, au sommaire de ce webinaire, donc premièrement, on va vous présenter un petit peu Team Square, ce que nous faisons et pourquoi nous vous proposons ce webinaire aujourd'hui à propos des Serious Games. Ensuite, on vous présentera ce que sont les Serious Games, donc ce sera un petit peu de vocabulaire et un historique, comment on en est arrivé là et comment ils sont devenus de plus en plus populaires. Ensuite, on vous donnera quelques conseils à la mise en place de Serious Games en tant qu'outil de formation. Et enfin, on vous présentera donc notre offre de Serious Games, l'offre Team Square. Donc, on va commencer par une rapide présentation de Team Square. Nous sommes un cabinet de consultants en gestion de projet et portefeuille de projet. Donc, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est le management de projet et de portefeuille de projet. On a des consultants qui ont 20 ans d'expérience et un savoir-faire reconnu. La particularité de Team Square, c'est que lorsque vous faites appel à nous, vous ne faites pas seulement appel à des consultants, mais vous avez une équipe qui est là, puisqu'on a aussi bien des consultants opérationnels que techniques, qui sont aussi experts en management de projet. Enfin, on a de nombreux partenaires qui nous suivent, dont Microsoft, et nous sommes donc certifiés Gold sur la partie gestion de projet et gestion de portefeuille de projet. Nous sommes présents sur tout le territoire français. Alors, nous avons une agence à Lyon, qui est le siège social, une autre agence à Paris et une agence dans le sud de la France. Et nos consultants sont mobiles dans toute la France, bien évidemment, et ainsi qu'à l'international. Voici maintenant quelques références. Donc, l'objectif de cette slide, c'est vraiment de vous montrer que nous n'avons pas de secteur en particulier avec lesquels nous travaillons. Mais vraiment, c'est très varié. Ça peut aller des entreprises grands comptes à des établissements de secteur public, voire même des écoles. Alors, pourquoi nous vous présentons aujourd'hui un Serious Games et quel est notre positionnement par rapport à ça? Donc, il faut savoir que Team Square a participé conjointement avec Microsoft à l'organisation de 3 concours étudiants, qui s'appelaient Build Your Island. Ce concours étudiant était réservé aux étudiants qui souhaitaient participer à un concours de gestion de projet et il s'est effectué en partenariat avec Microsoft. Alors, c'était un concours qui était dans plusieurs rounds où, au final, il y avait 5 équipes qui arrivaient en finale et qui passaient devant un jury composé de professionnels dans les locaux de Microsoft. Ensuite, ce jeu a été décliné également en team building pour la sensibilisation à la gestion de projets qui ont été faits en entreprise. Donc, c'était cette fois sur un format court qui était le format d'une journée, contrairement au concours étudiant qui, lui, s'est déroulé sur 3 semaines. Je vais maintenant laisser la parole à Margot Sagne qui va vous présenter plus en détail les Serious Games. Alors bonjour à tous. Pour commencer, on va revoir un peu qu'est-ce qu'un serious game, quelles sont les différentes notions qu'on met autour de la notion de jeu. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de jeu, mais on entend parler de gamification, de serious game, d'innovation games, de serious game, de Lego serious game ou ce genre de choses, ce qui fait qu'on peut parfois être un peu perdu parmi toutes ces terminologies. Cette première slide, c'est tout simplement pour bien distinguer quelles sont les différentes formes de jeux qu'on retrouve aussi aujourd'hui en entreprise. Alors, le premier terme qui est le plus englobant, le plus gros, c'est celui de gamification, qui représente en fait la notion de transposer des mécanismes de jeu, c'est-à-dire des mécanismes ludiques, dans un domaine qui est, lui, non ludique et qui permet de résoudre des problèmes de la vie réelle. Alors, ça peut être aussi bien dans le monde professionnel que dans la vie privée, hein. Par exemple, dans le monde professionnel, je pense que la plupart d'entre vous avez déjà entendu parler de Salesforce, qui est un logiciel pour le suivi des ventes, donc un logiciel utilisé en entreprise. Et ben, il y a un jeu qui a été développé pour s'accrocher au logiciel donc, de Salesforce
et qui permet en fait de comptabiliser un nombre de points par utilisateur de la plateforme et pouvoir avoir un nombre de points aussi par équipe, gagner, je sais pas, des chèques voyage ou ce genre de choses en fonction du nombre de clientèle suivie, etc., etc. Donc l'idée là, par exemple, dans cet exemple-là, c'est de rendre plus ludique le suivi de la clientèle. Voilà. À côté de ça, on a la notion de serious game. Donc, dans la notion de serious game, on va plus entendre un jeu vidéo ayant pour objectif de transmettre des contenus, des savoirs, de faire découvrir quelque chose aux apprenants. Alors, autant sur la gamification, on est vraiment sur quelque chose qu'on va retrouver un petit peu dans la vie de tous les jours, qu'on va utiliser potentiellement chaque jour. Serious Game, on est plus dans un format de formation, donc un format qui n'est pas destiné à être utilisé forcément tous les jours. Ça peut être sur plusieurs mois, mais au final, généralement, on va avoir une date de fin. Enfin, la notion d'innovation games. Donc, qu'est-ce que c'est que les innovation games? Contrairement aux serious games, ce sont des jeux qui sont très courts. Hein. Généralement, c'est 1 heure ou même quelques minutes et qui sont là pour aider à la création d'idées, aux interactions. Donc, ils sont souvent utilisés en phase d'avant-projet afin de collecter les besoins, de définir les besoins, de savoir lesquels sont les plus essentiels, lesquels sont additionnels, etc., etc. Donc ça, c'était pour la notion de définition et de notion de jeu. Le point suivant, c'est pourquoi est-ce on en entend autant parler aujourd'hui? Quel est au final l'historique du serious game? Alors, jusque dans les début des années 2000, on avait une notion de transfert de technologie du monde du travail vers le monde privé, vers la sphère privée. En le sens où on a par exemple commencé à utiliser les logiciels de bureautique d'abord dans un contexte professionnel, Word, Excel, etc. Et c'est seulement ensuite qu'on a commencé à les utiliser chez soi. Aujourd'hui, on est dans un fonctionnement inverse où les technologies qu'on utilise tous les jours, par exemple, ce petit outil qui est sûrement à côté de vous pendant que vous regardez ce webinaire, c'est votre téléphone portable, votre smartphone. C'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, qui est très simple à utiliser, qui a un design généralement très plaisant et qui est aussi bien plus ludique à utiliser. Et on a aujourd'hui du coup ce fonctionnement inverse où ce sont les technologies qu'on va utiliser au final chez nous qu'on va essayer de transposer dans le monde du travail. Donc typiquement, le jeu est aujourd'hui un composant qu'on rencontre presque tous les jours dans notre sphère privée. Alors ça peut être des jeux longs qu'on va avoir sur ordinateur, en réseau ou ce genre de choses, mais aussi des jeux courts. Par exemple, le jeu Candy Crush qui est très utilisé sur beaucoup de smartphones. Donc on a le jeu partout dans notre sphère privée et maintenant il vient tout doucement au fur et à mesure s'insérer dans notre sphère professionnelle. Donc, par rapport au contexte plus professionnel, qu'est-ce que ça va nous apporter le serious game en formation professionnelle? Alors, il faut savoir qu'en termes d'apprentissage, de développement personnel d'un adulte, au final, seulement 10% de ce que l'on sait, de notre savoir-faire, savoir-être, savoir pur, seulement 10% vient de notre formation. Quand je dis formation, j'entends aussi bien formation classique en entreprise que formation pendant les études qu'on a pu faire. À côté de ça, 20% de nos connaissances et de notre savoir-faire, savoir-être vient des interactions qu'on va avoir avec d'autres personnes. Donc, on va avoir ici des notions de networking, de rencontre de gens, d'échange. Et enfin, 70% de ce que l'on sait et de ce qu'on pratique vient de notre expérience, c'est-à-dire notre participation à des projets, les notions de réussite, mais aussi d'échec qui nous permettent de progresser. Donc, quel est l'intérêt du serious game là-dedans? Pourquoi est-ce qu'il est aussi intéressant, c'est qu'il va permettre en formation d'aller grappiller sur ces 20 et 70% qu'on a à côté. Pourquoi? Parce que le serious game va favoriser déjà l'échange entre les participants, dans le sens où quand on est en train de jouer, on est beaucoup plus engagé, on a beaucoup plus envie de partager. On quitte le format classique de formation, on va avoir un formateur qui dispense du savoir, on va être dans une notion beaucoup plus d'échange avec les autres. Aussi, dans le jeu, on va régulièrement avoir la création d'équipes de jeu qui vont permettre plus de partage entre les personnes dans l'équipe. Aussi, le serious game permet d'expérimenter sans risque. C'est-à-dire qu'on peut échouer dans le jeu, ce n'est pas grave. On va donc pouvoir avoir des
des comportements qui sont beaucoup plus osés que si on était dans un format classique de formation ou même dans un format classique de vie professionnelle où on a forcément peur de faire des erreurs. Là, on est dans un format où on va y aller, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer de gagner et du coup, même aussi faire des stratégies qui peut-être ne vont pas fonctionner dans un premier temps. Et du coup, on va favoriser l'expérimentation grâce au Serious Game. Donc voilà le gros intérêt du jeu aujourd'hui. Donc on peut se demander à destination de qui va être ce jeu, hein, qui est-ce qui va pouvoir jouer un serious game. Et en fait, on se rend vite compte, si vous avez fait peut-être quelques recherches, que tout le monde peut être sujet à l'utilisation d'un serious game. Quand je dis tout le monde, ça va vraiment de l'enfant de 2-5 ans jusqu'à l'adulte en fin de vie professionnelle ou même plus tard, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Là, je vous ai mis quelques exemples de jeux de serious game qui existent. Alors, dès qu'ils sont dans une sphère plus privée, par exemple le Zombie Run. Zombie Run, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui vous incite à courir. Vous mettez vos écouteurs, vous lancez l'application, vous commencez à courir. Et si vous allez trop lentement, vous entendez des râles de morts-vivants qui vous courent derrière et qui vous incitent à aller plus vite. Voilà. Typiquement, on va chercher à vous motiver grâce au jeu, hein, à vous faire courir plus vite. À côté, dans un contexte plus professionnel, on a Ultimate Sales Manager, qui est un serious game qui a été développé au sein du groupe Renault et qui vise à former les vendeurs de chez Renault, où là, le vendeur va représenter un autre vendeur, mais dans la vie virtuelle, et donc va pouvoir tester tous les processus de vente face à un client qui est virtualisé lui aussi, et du coup lui permettre d'apprendre plus vite, surtout s'il échoue, c'est pas bien grave, il pourra retester, et que ça lui permet du coup, quand il va arriver face à un client réel, de savoir comment réagir. Dans les autres exemples, Dragon Box, c'est pour des enfants, c'est pour les inciter à faire des maths. Tout simplement, les enfants ont un petit dragon qui est à peine éclos au début de jeu, et s'ils arrivent à résoudre correctement les problèmes mathématiques, leur dragon grandit. Hein, c'est un peu le format Tamagotchi qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Enfin, on en a deux du domaine médical, donc un pour former les infirmiers, et un autre, celui qu'on voit sous le format iPhone, qui s'appelle Pain Squad et qui favorise les enfants malades à renseigner leur niveau de douleur chaque jour en les plaçant dans un contexte où ils sont en fait des policiers qui cherchent à arrêter la douleur et à éliminer la douleur, et où du coup on va leur demander de rentrer le niveau de douleur chaque jour. Ouais, donc ça c'est quelques exemples de serious games qui montrent bien qu'on va pouvoir les retrouver dans énormément de domaines. Point qui va sûrement aussi vous intéresser et qui est aussi un grand sujet de discussion dans la sphère du jeu aujourd'hui, c'est quels sont les retours d'expérience au final des serious games en formation. Est-ce que ça marche, tout simplement? Alors, on n'a pas encore énormément de retours d'expérience aujourd'hui, hein, mais globalement, ceux que l'on va retrouver vont être positifs. Par exemple, dans le groupe Safran, ils ont utilisé plusieurs serious games, et parmi les salariés ayant utilisé ce serious game, 90% se sont estimés satisfaits. Ce qu'on va aussi noter sur le format de serious game en formation, c'est une amélioration de la performance des personnes qui ont été formées via le serious game, mais dans des solutions dites de blended learning. Donc, qu'est-ce que c'est que le blended learning? C'est à la fois être formé par le jeu, mais aussi avec un présentiel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer au jeu à peu près tous les jours. Hein. On n'a pas forcément de format horaire pour jouer au jeu, mais on va avoir des temps de rencontre avec une personne qui connaît le jeu et qui est aussi expérimentée dans le domaine qui est abordé dans le jeu et qui vont pouvoir permettre d'échanger avec les autres. Donc c'est ce qui permet notamment d'aller grappiller dans ces fameux 20 et 70% qu'on montrait tout à l'heure. Donc 70% grâce à l'expérimentation, au jeu qui est ouvert en permanence et qu'on peut aller simuler. Et enfin, les 20% d'interaction grâce au temps de rencontre avec les autres personnes jouant et aussi avec un expert du domaine rattaché. Dans ce cas-là, du coup, le formateur n'est plus dans un format de distribution du savoir, comme je disais tout à l'heure. Il est vraiment dans un format de partage d'expérience où il est expert et il est là pour favoriser la discussion. Enfin, aujourd'hui, on a le développement d'une offre qu'on va appeler sur étagère. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Les premiers serious games, généralement, se sont développés dans de très gros groupes. Par exemple, Ultimate Sales Manager de chez Renault, et du coup, représentait un coût non négligeable pour ces sociétés-là.
parce qu'on développait complètement un jeu vidéo pour la société en question. Ce qui rendait difficile pour des entreprises de plus petite taille de s'offrir un serious game malgré l'intérêt qu'on pouvait avoir dedans. Donc on a aujourd'hui ce développement d'offres sur étagère qui est en fait un système où on va pouvoir louer par exemple un jeu à une société qui va développer plusieurs serious games préfaits et qui vont vous permettre de personnaliser légèrement ces jeux et les utiliser dans le cadre de vos formations ou de vos team building. Donc c'est sûr, on n'est pas dans un format aussi personnalisé que si on développe complètement un serious game dans une société comme pour chez Renault, mais ça permet d'offrir les opportunités du serious game à des entreprises qui ont peut-être un petit peu moins de moyens. Donc globalement, pour résumer sur qu'est-ce que le serious game et sa place aujourd'hui en formation, le mécanisme de jeu, ce qui va permettre, c'est déjà de créer un amusement. On va s'amuser tout simplement en jouant, et quand on s'amuse, on est forcément plus engagé, plus motivé à aller jusqu'au bout et à essayer de gagner. Et tout simplement, quand on essaye de gagner, on apprend plus, on s'investit plus, et du coup, le processus d'apprentissage et le taux de rétention d'informations est plus élevé que dans une formation plus classique. Donc voilà pour rapport à la partie pure serious game et notion de jeu. À présent, on va aborder la partie conseil sur la mise en place d'un serious game chez vous. Donc, comme le montrait Maxime tout à l'heure, on a déjà fait plusieurs serious games chez TeamSquare et de là, on en a sorti plusieurs conseils sur leur mise en place. Donc, globalement, vous avez deux approches possibles quand vous voulez mettre en place un serious game. Soit vous le faites par vous-même à travers une société de développement de jeux. Il y en a plusieurs qui existent sur le marché. Typiquement comme Ultimate Sales Manager de Renault. On est dans un format où vous allez définir ce que vous voulez dans le jeu et il va être totalement fait et personnalisé pour vous. Donc c'est forcément un processus de mise en place plus long parce qu'on va aller de la définition totale du besoin au début jusqu'à la mise en place du jeu. Ou alors, vous pouvez utiliser un format plus en kit, on va dire, un peu comme on va essayer de monter un meuble Ikea, avec des sociétés qui vont proposer des jeux, donc la fameuse offre sur étagère, qui vont vous permettre d'avoir un jeu qui est en fait déjà préfet, mais que vous allez pouvoir personnaliser dans une certaine mesure. Ce sera forcément moins personnalisé que de monter un jeu totalement pour vous-même, mais ça vous permet aussi d'avoir un coût plus réduit et surtout une mise en place plus rapide étant donné qu'on n'a pas un temps de développement de jeu. Quelles sont les questions à se poser quand on veut mettre en place un serious game? Alors déjà, tout simplement, pourquoi voulez-vous mettre en place ce serious game? Est-ce que c'est pour faire passer un message? Est-ce que c'est pour former des gens, pour apprendre? Typiquement, le jeu de Renault, c'est pour former, pour apprendre. Est-ce que c'est pour engager, pour motiver, comme le Zombie Run qui vous motive à courir? Est-ce que c'est autre chose? Parce que forcément, l'approche que vous allez avoir dans le jeu va être différente selon l'objectif premier du jeu chez vous. Enfin, il faut se poser la question du profil des utilisateurs. Est-ce que ce sont des personnes qui sont déjà sensibles à la technologie, au jeu, ou est-ce qu'on a plutôt un public qui n'est pas très habitué à l'utilisation du jeu ou à l'utilisation de technologies informatiques dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'on est aussi face à des compétiteurs ou des personnes qui ont peur du changement, peur de l'échec? Si on est face à des compétiteurs, j'ai envie de dire que dans le jeu, on va pouvoir mettre en place de bons procédés, pouvoir aller assez loin dans la comparaison des joueurs pour pouvoir vraiment avoir un tableau, on va avoir le tableau des 10 premiers ou ce genre de choses, ou est-ce qu'on est face à des personnes qui ont peut-être peur de l'échec et du coup vont moins oser si elles sont mises trop ouvertement en compétition les unes par rapport aux autres? Enfin, il va falloir se poser la question des mesures de succès, c'est-à-dire comment est-ce que vous voulez mesurer que le jeu est réussi par les joueurs. Est-ce que si on est sur un format où il faut rentrer des choix de réponses, est-ce que ça va être par le nombre de réponses justes? Est-ce que ça va être par un temps de réponse, par un nombre de connexions par semaine au jeu, etc., etc. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant, afin que lorsque le jeu sera développé, on ait déjà ces notions à prendre en compte dans le développement du jeu.
Enfin, bien sûr, il y a aussi une question de nombre de participants au jeu, hein, parce qu'évidemment, la technologie qui va être utilisée derrière va être plus ou moins lourde, hein. Si vous avez beaucoup de participants, il va vous falloir une plateforme qui est capable de supporter de nombreuses connexions à la fois et qui, du coup, va être un peu plus complexe à mettre en place. Et enfin, en termes de projet, c'est la dernière question à se poser, c'est quelle stratégie de post-développement? C'est-à-dire que comment vous voulez-vous utiliser le jeu? Est-ce que vous voulez l'utiliser en formation? Est-ce que vous voulez l'utiliser sur la base du volontariat? C'est-à-dire typiquement, par exemple, l'exemple du jeu qu'on rattache à Salesforce dont je parlais plus tôt. Euh, les personnes ne sont pas forcément obligées de participer au jeu qui est à côté rattaché à Salesforce, hein, donc c'est sur la base du volontariat. Aussi, est-ce que vous allez mettre en place une campagne marketing interne avant le lancement du jeu afin d'avoir un bon taux de participation au jeu? Voilà, donc c'est plusieurs questions à se poser avant de mettre en place le jeu. Un conseil supplémentaire qu'on a chez TeamSquare, c'est de faire attention à ne pas tout miser sur le jeu. C'est-à-dire, certes, forcément, le jeu sera très important, mais il ne faut pas non plus qu'il fasse disparaître la partie échange et formation entre personnes, entre un formateur et des participants. Comme je vous montrais tout à l'heure dans les chiffres, on a remarqué une amélioration de la performance des personnes formées par un serious game, notamment grâce à des formats dits de blended learning, où on va avoir des temps d'échange entre les participants et aussi avec un expert. Hein, ça permet en fait d'augmenter les fameux 10% qu'on voyait tout à l'heure, les 10% de formation qui vont aller grappiller à la fois dans les 70% d'expérimentation, mais aussi dans les 20% d'interaction. Quand on va discuter avec d'autres personnes, on va avoir de nouvelles idées qui vont nous amener à nous poser plus de questions et qui est donc un élément essentiel du processus d'apprentissage de toute personne. Donc c'est en termes de conseils sur la partie mise en place du jeu, on a à peu près vu les grosses bases. Évidemment, si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à nous contacter à côté à la fin du webinaire, à poser plus de questions. Et maintenant, je vais aborder la présentation de l'offre Serious Game de TeamSquare. Donc, chez TeamSquare, on a donc développé plusieurs versions de jeux, notamment avec Microsoft auparavant, avec le jeu Builder Island. Et aujourd'hui, on a un nouveau jeu qui est encore en cours partiellement de développement, mais qui sera fini d'ici la fin de l'été, qui est le jeu Plan Resort. Alors, Plan Resort, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un jeu où les participants vont par équipe devoir construire un complexe hôtelier. Alors, pourquoi un complexe hôtelier? Tout simplement parce que c'est engageant. Les gens ont envie de jouer, ont envie de s'amuser et ils visualisent très rapidement l'hôtel de rêve qu'ils vont construire sur une île paradisiaque. Sauf qu'évidemment, pour construire ce complexe hôtelier, ils vont avoir certaines contraintes à respecter. La première, c'est qu'ils ont un budget de 80 millions d'euros sur l'ensemble du jeu, c'est-à-dire qu'ils vont devoir gérer leur budget tout au long du jeu. Enfin, ils vont avoir 5 ans pour mettre en place leur projet, c'est-à-dire 5 ans pour à la fois faire la préparation de la construction du complexe hôtelier, hein, donc toute la phase d'avant-projet, mais aussi 5 ans pour rendre l'hôtel rentable, c'est-à-dire qu'ils doivent réussir à ouvrir leur hôtel sous une période de 5 ans. Donc ils doivent gérer leur planning, sinon si leur complexe hôtelier est trop long à créer, trop long à construire, ils ne vont pas être rentables. Aussi, c'est un jeu qu'on conseille fortement à jouer par équipe de 2 ou 3 personnes, car ça permet plus d'échanges entre les participants. Et aussi, ça permet de reprendre la notion d'équipe projet qu'on va avoir dans tout projet de la vie réelle. Hein. On n'est jamais seul sur un projet. Et donc, on essaie de reprendre ce format-là aussi dans le jeu. Le dernier point que vont devoir respecter les équipes pendant le jeu, c'est qu'ils vont avoir plusieurs axes stratégiques qui ont été fixés à l'avance et qu'ils vont devoir compléter autant que possible afin d'avoir de bons résultats de jeu. Alors, qu'est-ce que c'est que ces axes stratégiques? Donc, on a repris des axes propres à un complexe hôtelier, donc on va forcément avoir une notion de rentabilité.
mais aussi une notion d'écologie. Aujourd'hui, les hôtels doivent être aussi écologiques que possible. Aussi une notion d'image de marque, de visibilité et de service aux clients. Donc, si je reprends, on va devoir créer un complexe hôtelier avec un budget précis, avec un planning à respecter et enfin avec des axes stratégiques qui ont été fixés à l'avance. Donc là, on essaye vraiment de reprendre un contexte de projet où chaque chef de projet a un budget pour mettre en place son projet. Il doit gérer son planning pour livrer à temps son projet. Et enfin, son projet doit au maximum respecter les axes stratégiques du département ou de la société. Ça dépend évidemment du projet. Donc concrètement, comment ça se passe dans le jeu? Donc c'est un jeu qui est organisé en 2 phases. Une première phase qui va reprendre les notions d'avant-projet, donc les notions de définition de la stratégie de développement du complexe hôtelier, les choix stratégiques, c'est-à-dire est-ce que je vais essayer plutôt d'avoir un hôtel très rentable, mais peut-être pas forcément très écologique, ou alors je vais tout miser sur l'écologie et sur le service de mon hôtel. Chaque équipe est libre de choisir. Aussi sur les notions de planification, on va planifier le projet pour planifier une date d'ouverture de l'hôtel. Et enfin, la gestion des parties prenantes. Donc, les parties prenantes, c'est aussi bien les fournisseurs, donc les fournisseurs de matières premières, que les partenaires de construction, donc qui vont construire, par exemple, la piscine de l'hôtel ou qui vont construire les fondations du bâtiment même de l'hôtel. Donc ça, c'est la phase 1 qui est elle-même découpée en 3 rounds. Alors pourquoi est-ce qu'elle est découpée en 3 rounds? Tout simplement parce qu'on ouvre au fur et à mesure des sections de jeu pour éviter d'avoir trop de choix à faire dès le premier round, pour éviter tout simplement de perdre les joueurs, parce qu'au premier round, forcément, ils vont devoir appréhender le fonctionnement du jeu. La phase 2 représente la phase de pilotage qui est inhérente à tout projet, c'est-à-dire la phase où on va devoir lancer le projet et entrer dans une phase de réalisation. Donc, comment est-ce qu'on a simulé cette phase de pilotage? Eh bien, tout simplement, on a mis en place des événements imprévus qui vont survenir tout au long de la construction du projet. Qu'est-ce que c'est que ces événements? Ça peut être un retard des fournisseurs de marbre ou une grève de l'équipe projet ou une grève des parties prenantes, donc des partenaires de construction de l'hôtel. Donc, tous ces événements vont avoir lieu et surtout vont être dépendants des choix qui ont été faits précédemment. Donc, on a vraiment ici la notion de lien entre les 2 phases, comme on va pouvoir l'avoir dans la vie de tous les jours. Donc, on va aussi aborder cette fois-ci les notions de gestion de risque et gestion des dérives. Comment ça se passe techniquement parlant? Là, on est dans le concept de jeu avec 2 phases, des événements et des rounds, mais techniquement parlant, le jeu va avoir lieu sur une plateforme en ligne où donc les stagiaires, si on est dans un format formation en entreprise, ou les étudiants, si on est dans un format école, vont simuler le scénario de construction de l'hôtel. Donc là, on est vraiment sur de la simulation pure, donc plus qu'il y ait la phase 1 d'avant-projet. Au cours de cette simulation, on peut voir qu'ils vont avoir plusieurs choix à faire. Typiquement, choisir dans quelle région du monde ils vont se positionner, le nombre d'étages qu'ils vont avoir dans leur hôtel, la qualité des matériaux, etc., etc. Et en fonction des choix qu'ils vont faire, on peut voir tout en haut un petit radar qui est en fait le radar des fameux axes stratégiques et qui leur permet de savoir dans quelle mesure ils remplissent les différents axes stratégiques demandés par la direction. Vous pouvez voir aussi sur cette page qu'on a une notion de score, ici qui est à 1815 points dans le petit rectangle en haut de la page. Alors, pour reprendre cette notion de score, en fait, tout simplement, on va comparer les équipes les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu dynamique et non pas statique, où on n'a pas de scénario parfait qui permette de gagner, car en fait, tous les scénarios sont potentiellement viables, et c'est la comparaison des équipes les unes par rapport aux autres qui vont déterminer qui sont réellement les gagnants. Donc, pour plus de détails, je vais vous montrer une page qui est accessible directement depuis la page de jeu qu'on avait juste avant et qui permet de se situer par rapport aux autres équipes. Donc, tout en haut de la page, on va avoir le rang, c'est-à-dire si vous êtes premier, troisième, quatrième par rapport aux autres personnes qui participent. Et surtout, vous allez pouvoir voir quelles sont vos notes
sur les différents axes stratégiques, comment vous vous situez en termes de prix de chambre par rapport à vos compétiteurs et en taux de remplissage de vos chambres et de vos suites par rapport à vos compétiteurs. C'est-à-dire que en permanence, vous êtes comparé aux autres. Et donc, par exemple, on peut avoir une équipe qui va avoir un très bon ROI, donc un très bon retour sur investissement, mais qui ne sera pas pour autant première, car sa note d'écologie n'est pas très bonne. Et donc, ce tableau des scores va permettre aux différentes des équipes de se réajuster pour offrir un hôtel plus attractif. Si on s'amuse ici à regarder, donc on a la première colonne avec le score de l'équipe en train de jouer, la moyenne sur l'ensemble des équipes pour chacune des valeurs, la valeur maximum et la valeur minimum, toute équipe confondue. Donc par exemple, là, sur mon hôtel, j'ai un prix de chambre, c'est au niveau dans la partie stratégie, j'ai un prix de chambre qui est à 700. Et je peux voir qu'à côté, la moyenne des chambres est à 425. Donc je vois que j'ai un prix de chambre qui est très élevé par rapport à mes concurrents. Ce qui veut peut-être dire que pour mieux remplir mes chambres, pour attirer plus de gens, il faut peut-être que je baisse très légèrement le prix de ma chambre. Donc c'est pour ça qu'on disait juste avant qu'il n'y a pas de scénario parfait, parce qu'en fait, le scénario parfait dépend des scénarios des autres personnes. Donc, ce qui fait que généralement, ça engage énormément les joueurs quand ils sont en train de jouer, parce qu'ils se comparent les uns par rapport aux autres et ils ont envie de savoir qui c'est qui fait le meilleur score de ROI, qui c'est qui fait le meilleur score de notion de service, etc., etc. On parlait aussi plutôt de la notion de planning et de budget. Donc, pour aider les équipes à gérer leur planning et leur budget, ils vont avoir, pour la partie planning, un diagramme de Gantt qui va positionner les activités selon le modèle de construction d'un hôtel et où ils vont pouvoir voir les durées propres à chaque activité de construction de l'hôtel. C'est ce qui va leur permettre, par exemple, de voir quelles activités prennent beaucoup de temps et du coup, en conséquence, se réajuster. Parce que, rappelons-le, ils n'ont que 5 ans pour réussir à rendre rentable leur hôtel. C'est-à-dire que sur 5 ans, ils doivent à la fois construire et rentabiliser leur hôtel. Donc là, typiquement, avec le diagramme de Gantt, ils vont pouvoir noter sur quelles activités ils vont pouvoir potentiellement récupérer des jours afin d'ouvrir plus tôt leur hôtel et du coup d'être plus rentable. En dessous, on a un tableau qu'on appelle l'échéancier et qui va permettre de voir quels sont les grands centres de coûts et les grands centres de revenus pour l'hôtel selon les différentes années. Donc, par exemple, sur les premières années qui sont des années de construction, on va avoir des charges mais pas encore de revenus étant donné que l'hôtel n'est pas encore ouvert. Sur la deuxième partie où on est en phase d'exploitation, là par contre, on va avoir des revenus et une diminution des charges. Voilà. Donc aussi, c'est ce qui va permettre aux équipes d'estimer s'ils peuvent essayer de réduire un certain centre de coût, par exemple les salaires qui sont assez élevés, est-ce que je peux essayer de réduire un peu le salaire de mes équipes ou au contraire l'augmenter si c'est l'inverse, etc., etc. Donc ils ont en fait des outils pour les aider à gérer leur projet. Alors, c'est bien beau de respecter un planning et un budget, mais attention pour autant à ne pas négliger les risques qui sont faits à travers les choix faits par l'équipe, tout simplement parce que si l'équipe prend trop de risques lors de la première phase, pour pouvoir être absolument rentable, pour être numéro 1 en étant très rentable, en finissant rapidement l'hôtel, eh bien, ils engendrent un plus haut niveau de risque pour leur projet. Par exemple, à un moment, les équipes vont devoir choisir une assurance. Alors, on peut se dire une assurance sur la première phase de jeu, c'est pas très intéressant parce que c'est juste un centre de coût, mais ça ne me rapporte rien. Pour autant, lors de la deuxième phase, on va avoir des événements imprévus où la contraction d'une assurance peut s'avérer critique. Voilà. Donc, sur la deuxième phase, on va avoir typiquement là sur la slide, on a l'exemple d'un retard de livraison en bois. Le fournisseur de bois est en retard et du coup forcément sur le planning, sur le diagramme, on va avoir une activité qui va être rallongée et qui du coup n'est pas bonne pour l'ouverture dans les temps de l'hôtel. Donc au final, sur ce jeu, on a essayé au maximum de reprendre les notions de gestion de projet propres à tout projet de la vie réelle, mais on a aussi essayé de rendre ce jeu
un minimum modulaire, dans le sens où on veut pouvoir s'adapter aux besoins de nos clients, en offrant des jeux qui peuvent être faits aussi bien sur des formats courts, de 2 jours par exemple, pour jouer l'ensemble du jeu et offrir une formation adaptée, ou sur plusieurs semaines si on veut adopter un format plus blended learning ou même team building. On va aussi pouvoir adapter le contenu, parce que là, vous avez vu, on a quand même beaucoup de choses dans le jeu, hein, on a beaucoup de choix possibles. Si on veut aller sur un format de jeu qui est plus court, un peu plus simple, on va pouvoir désactiver certaines sections du jeu pour aller un peu plus vite, tout simplement, sur le jeu, pour éviter de couler les joueurs s'ils doivent tout apprendre en 1 ou 2 jours. À côté de ça, on offre aussi un accompagnement sur le jeu, hein, dans le sens où Team Square est avant tout un cabinet de management de projet et de portefeuille de projet. Donc, on est là pour accompagner et pour offrir des formations complémentaires avec le jeu. Alors que ce soit, encore une fois, sur 2 jours, hein, on va être présent avec un consultant sur 2 jours qui va animer le jeu et aussi les temps de partage via des formations plus classiques, ou même sur plusieurs semaines avec des temps de rencontre toutes les semaines, une journée de rencontre par exemple ou une demi-journée, et avec un support technique derrière sur le jeu. Donc pour vous donner un aperçu des choix offerts, donc formation courte, c'est ce que je vous disais, une version condensée sur 2-3 jours par exemple. On conseille généralement un format minimum de 2 jours pour pouvoir vraiment jouer le jeu dans son ensemble. Sinon, on risque d'être un peu, pardon, d'être un peu court en temps pour pouvoir aborder toutes les étapes. Pardon. Ou alors un format blended learning sur 2-3 semaines, donc version longue du jeu, avec le jeu qui reste ouvert en fait en permanence aux joueurs ou aux stagiaires. C'est-à-dire qu'ils peuvent se connecter et jouer en permanence, mais on va avoir des temps de rencontre au cours de ces 2-3 semaines, afin déjà d'apporter un minimum de support sur le jeu, si on veut utiliser seulement le jeu, ou aussi pour créer des temps de formation en fait sur le jeu, par exemple 2 temps par semaine, une première session qui va être dédiée à la découverte du jeu et des bases de la gestion de projet avec la gestion du scope, du planning, du budget, pour pouvoir aller sur la fin, pour aborder sur la fin les notions de gestion des risques, donc des notions plus complexes et peut-être plus difficiles à aborder de gestion de projet, où les élèves sont plus matures après avoir travaillé un bon moment sur le jeu. Alors, ce qu'on conseille généralement quand on est dans ce format blended learning, c'est d'avoir une dernière session qui est dédiée à la présentation des projets par les stagiaires eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont devoir défendre leur projet face aux autres stagiaires et aussi face aux formateurs. Donc, c'est ce qui permet en fait d'aborder non seulement les formats, les thématiques, on va dire un peu classiques de gestion de projet, mais aussi de mettre l'accent sur les soft skills d'une certaine manière de la gestion de projet, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir défendre son projet face à la direction, face à ses collègues, face à son client tout simplement, et donc qui permet aussi de tester cet aspect-là. Alors, un petit exemple des thématiques qui peuvent être abordées, hein, donc ce que je disais tout à l'heure, on peut avoir en début une gestion des composants du projet, hein, au début de formation avec la notion de contenu, de coût, de délai, hein, le fameux triangle qu'on retrouve dans la plupart des formations, surtout les formations orientées PMI. La gestion des risques avec la distinction risque-problème, comment construire un plan de risque, comment aussi construire un plan d'opportunité tout simplement, hein, parce qu'un risque positif est une opportunité. La gestion du changement, c'est-à-dire revoir pourquoi est-ce qu'on résiste. Là, on va pouvoir utiliser les fameux événements de la phase 2 avec des notions de grève, d'attaque médiatique ou ce genre de choses, où on va pouvoir aborder toutes ces notions de changement. Comment être facilitateur de changement en tant que chef de projet, comment convaincre, comment persuader, comment amener les gens dans le changement, les accompagner, etc., etc. Enfin, on peut aussi aborder les différentes méthodologies projet qui existent, parce que la grande mode qui arrive un peu en France en ce moment, ou de manière générale dans les pays développés, ça va être les fameux projets agiles. Donc, finalement, s'y retrouver un peu à travers toutes ces distinctions de méthodologies de projet qui existent, revoir les bases ou aller dans des concepts plus complexes de méthodologie. L'idée vraiment, ça va être de pouvoir nous adapter à ce que vous voulez faire passer comme message, la façon dont vous voulez former vos partenaires.
Donc, si vous êtes plus orienté gestion des risques, on va se concentrer sur la gestion des risques et aller très loin dans ce domaine-là. Inversement, si vous voulez tout aborder, mais assez rapidement, on va aller aborder chaque thématique, mais y dédier peut-être moins de temps que si on n'en choisissait qu'une seule. Donc, pour finir cette présentation, le petit mot de la fin. Alors oui, les Serious Games, en effet, c'est bien, c'est très bien. On peut faire beaucoup de choses grâce aux Serious Games. Ils sont un outil particulièrement adapté pour apprendre et pour mieux apprendre. Pour autant, attention à ne pas tout miser sur un jeu. C'est-à-dire qu'il y a généralement dans les entreprises aujourd'hui une dynamique de digitalisation de la société et donc qui doit être accompagnée, notamment à travers le jeu. Et il faut surtout garder en tête que le Serious Game est un outil. C'est pas généralement pas un objectif en tant que tel. Il est là pour supporter quelque chose, que ce soit une formation, faire passer un message, un type, créer de la cohésion d'équipe, mais c'est l'outil. Donc nous, dans notre approche, si jamais vous êtes intéressé par ce jeu, notre premier élément, ça va être de revoir pourquoi est-ce que vous voulez utiliser Serious Game afin de mieux répondre à vos besoins. C'est notamment pour ça que les fameux formats de blended learning sont aujourd'hui très, très à la mode avec les Serious Games. Donc, je vous remercie de votre attention. Alors, est-ce que vous avez des questions? On va consulter le petit panneau de webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie chat de la partie webinaire. Alors, j'ai une première question. Donc, sur l'utilisation du jeu seulement, et seulement du jeu, hein, et non pas en tant que dans un cadre de formation. Alors oui, il est possible d'utiliser le jeu et seulement le jeu, hein. L'aspect formation n'est pas obligatoire. On a des formats de location du jeu d'une certaine manière. Après, on a tendance à ne pas forcément conseiller cette approche. Encore une fois, ça dépendra de votre besoin. C'est-à-dire que si vous êtes dans un format team building, en effet, le temps de formation n'est peut-être pas la partie la plus importante, mais on conseillera quand même des temps de rencontre entre les utilisateurs, entre les participants, afin tout simplement de créer une dynamique de groupe et de créer de l'échange entre les personnes, histoire de capitaliser sur le jeu. Alors, sur la partie facturation du jeu, hein, c'est une partie en effet qui intéresse. Donc, pour avoir un devis, hein, n'hésitez pas à contacter nos équipes commerciales. Mais juste rapidement, pour vous expliquer un peu la façon dont le jeu est construit, on va avoir plusieurs offres, en fait, selon si vous souhaitez créer une formation sur un format court de 2-3 jours. On va retrouver un format en fait de formation un peu classique et aussi au niveau de la facturation, ou si vous voulez avoir un format plus de blended learning ou de location du jeu, auquel cas on va être plus sur de la mise à disposition du jeu et sur un format licence. Après, pour plus de détails sur les tarifs, il faudra voir avec nos commerciaux. J'ai plus de questions. Bon, merci à tous d'avoir regardé et participé à ce webinaire. Donc, vous pouvez retrouver les informations propres à Serious Game aussi sur la page de Team Square et retrouver nos contacts là-bas. Donc, le prochain webinaire sera lié à un retour d'expérience sur la gestion des ressources dans Microsoft Project. Donc, aussi, n'hésitez pas à vous y inscrire. Merci et bonne journée.